Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons les riches comprennent-ils à quel point cela peut être difficile pour les pauvres. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Mgoussu Michel, Bénédicte Philippe, Blandine Poitel et Anonyme de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Mgoussu Michel. Il y a une catégorie entière de réponses, écrites par des gens manifestement aisés, avec deux constantes. La question est manifestement une attaque contre les riches. Moi j'ai réussi, donc tous les pauvres peuvent réussir. Vous connaissez sans doute cette anecdote. Durant la guerre, les ingénieurs aéronautiques veulent identifier les parties d'un avion à renforcer. Ils regardent tous les impacts de balles, et décident qu'il faut renforcer ici, ici et là. Et puis un statisticien se ramène et leur dit qu'ils ont tout faux, ils ont tiré leurs conclusions des avions. Qui sont revenus, donc qui ont survécu. C'est ceux qui ont été descendus qu'il aurait fallu observer. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Ceux qui ont réussi se donnent en exemple sans penser à tous ceux qui ont bossé autant et qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui me donne la légitimité de répondre? Je n'ai jamais été riche, je n'ai jamais été pauvre. Mais j'ai eu des moments où je n'avais pas à compter et des moments où j'étais à quelques centimes près. Pour avoir connu les deux, il y a des points que ceux qui sont devenus riches ont soulignés et qui sont tout à fait valides. Mon ex-femme est devenue riche. Une des raisons pour lesquelles nous sommes séparés était son avarice totale. Pour autant, elle est riche, pas moi. Et elle va continuer à le devenir parce qu'elle ne connaît que le travail et la privation. En ce sens, une fois atteint un certain niveau de sécurité, devenir riche est un choix qu'elle a fait et que je n'ai pas fait. Mais être pauvre, c'est autre chose. Pendant des années, j'ai bossé et économisé. Mais quand vous êtes pauvre, tout coûte plus cher. Vous croyez-vous en être bien sorti, et votre voiture tombe en rade. Boum, vos économies d'une année entière repartent à zéro. Parce que vous ne pouvez pas acheter une voiture qui ne tombera pas en rade. Idem avec le lave-linge, la chaudière, etc. Mais quand même, il y a des pauvres qui achètent des iPhones. Oui, et c'est débile. Mais vous savez quoi? J'ai fini par comprendre ce qu'il y a derrière. Quand vous êtes vraiment dans la merde, que vous économisiez ou pas, à coût de 12 € par mois, ça ne change rien. Vous ne serez jamais riche. Si votre constitution physique ne vous permet pas de bosser 100 heures par semaine, vous ne serez jamais riche. Par exemple, je ne suis pas capable d'avoir deux boulots. J'ai essayé. Mais physiquement je m'effondre. Je ne serai jamais riche. Et quand vous comprenez que jamais vous ne serez riche, alors parfois, vous baissez les bras, et vous achetez cet iPhone inutile. Parce qu'en économisant 3 mois, vous pouvez l'acheter. Alors que la maison, avec un SMIC, même en économisant 10 ans, vous ne pourrez pas. Bien sûr, il y a aussi des cas de sous-développement, ou de cerveau maladivement impulsif, de refus ou d'incapacité à l'effort, mais ce que ne comprennent pas les riches, ni les pauvres qui ont réussi, c'est que parfois, on essaie, on se croit sorti d'affaires, et après 10 claques ou 100 claques selon sa résistance, on finit par baisser les bras et dire, oh et puis astérisque, je veux me faire un peu plaisir. Si vous voulez que les pauvres évoluent vers une mentalité qui leur permette d'en sortir, il faut aussi combattre le désespoir, et favoriser l'éducation, au lieu de la culpabilisation. On n'apprend toujours pas à l'école à tenir un budget, à savoir comment épargner, comment choisir un boulot, négocier un contrat, monter une entreprise. Bizarre, non? Enfin, il y a une constante que les riches que je connais partagent, c'est une vraie absence de scrupules. J'ai vu mon ex-femme négocier l'équivalent de 5 CTS d'euros sur un marché au Sénégal. Ou me faire bosser gratuitement pendant des mois. J'ai vu des riches employer leurs nounous, leurs peintres, leurs maçons au black. J'ai vu des journalistes télé louer des appartes en HLM en rattachant leur enfant à leur ex-femme fauchée. Et à chaque fois, la réponse à mes remarques était: je bosse 100 heures par semaine, je t'emmerde. C'est peut-être pour cela que certains ici considèrent la question comme une agression. Quant à l'idée qu'on ne peut pas dire qui est riche ou non, peut-être. Mais je peux vous dire qui est pauvre. Quand on doit cailler pour ne pas faire exploser la facture d'électricité, par exemple, ou qu'on doit aller chercher de la bouffe au resto du cœur, j'ai jamais eu à le faire. On se relaxe. Je ne joue pas les malheureux ici. J'ai des voisins qui ont dû le faire. J'espère avoir ajouté mon grain de sel sans ajout d'huile sur le feu. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Bénédicte Philippe. Je ne suis pas riche, je suis au SMIC, mais avant de rencontrer une collègue je ne savais pas combien il pouvait être difficile de sortir de la pauvreté ou bien facile de s'y faire embarquer. Alors j'imagine que même sans être riche on peut, si on n'y est pas confronté, ne pas comprendre les décisions et les conséquences autour de la pauvreté. On en a juste une vague idée qu'on imagine, mais ce qu'on imagine n'est que la partie financière et pas l'état de détresse émotionnelle également. Tout d'abord, ma collègue elle-même n'a jamais été dans le rouge par son propre fait, mais son compagnon lui oui, grand dépensier, et lorsqu'à la mi du mois il ne peut pas participer au loyer, aux courses et autres dépenses type assurance et autres, ils font 50-50e, elle doit tout payer. Ça creuse donc dans son salaire et ils finissent tous les deux en découvert de 600 € chaque mois environ. Elle m'expliquait donc combien il était difficile pour elle d'essayer de raisonner son compagnon sur les dépenses tout en remboursant chaque mois le découvert et en payant le reste. Les options suivantes ont été étudiées et refusées par amour,
Vivre chacun de son côté le temps que son compagnon apprenne à mieux gérer ses finances ou comprenne qu'il ne peut pas toujours lui demander de l'argent ou encore arrêter de pallier le manque d'argent de son compagnon. À côté de ça, elle a eu une vie auparavant compliquée, ce qui a impliqué des addictions, des traumatismes qu'elle n'a jamais pu soigner dus au coût des séances psy et un besoin parfois d'achat presque compulsif qu'elle peut regretter quasiment instantanément après, puisque palliant le manque financier de son compagnon, elle ne peut donc pas s'accorder de plaisir à moins de creuser le déficit. Elle m'a expliqué que ce que les autres, riches ou non, mais ceux qui ne sont pas dans la pauvreté, font et qu'elle ne peut pas faire, c'est avoir une bonne nuit de sommeil. Dormir dans l'insouciance, sans penser à tout ce qu'elle doit payer et comment elle s'en sortira à la fin du mois. Depuis plusieurs mois, je suis très contente pour elle, elle a réussi à éliminer une de ses addictions, son compagnon a compris la situation grâce à un électrochoc, ils ne sont plus dans le rouge à la fin du mois et se donnent l'objectif de réussir à épargner sur les prochains mois à venir lorsqu'ils auront fini de payer ce qu'il faut. Ma collègue est une grande travailleuse bourrée de talent, elle peut faire face à beaucoup de choses, s'adapter, elle en a la force et la détermination, mais ça reste une personne sensible et qui comme tout humain s'épuise. Je suis heureuse que mon compagnon les ait pris en locataire et ait assez confiance en eux malgré les difficultés qu'ils ont eues jusqu'à récemment. Donc même si on n'est pas dans la pauvreté où il faut vivre avec 400 € pour une famille de 5, je pense que l'engrenage dans lequel elle était aurait totalement pu l'embarquer dans des dettes de plus en plus grandes et dont elle aurait eu encore plus de mal à sortir. Alors dans tout cela, oui, il y a une question de choix. Aider ou non la personne qui avait besoin d'argent pour sa santé, pallier ou non l'argent que son compagnon avait dépensé autre part que dans les ressources essentielles, certains achats non essentiels regrettés, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, encore une fois, il y a toute la part émotionnelle humaine qu'on ne peut pas comprendre en tant que personne extérieure. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Blandine Poitel. Non pour les 9/10 M. En étant très optimiste, ils ne savent pas ce que c'est de dormir dans la rue. De manger en faisant les poubelles. De ramasser les mégots pour fumer. Et tout ce qui va avec, pas de toit, se laver, se changer et laver ses fringues, faire face aux problèmes de santé, etc. Et si tu as un toit, ils ne savent pas ce que c'est de lutter pour tout et le reste. Tu paies ton loyer, mais ceinture au niveau nourriture, tu prends le bas du bas de gamme. Tu paies tes factures, mais c'est le loyer qui coince. Tu t'habilles, et tu habilles ta famille, dans les vides-greniers, les gratiférias, voire en traînant autour des bennes à vêtements et poubelles. Les chaussures, tu les fais durer même avec des trous dans la semelle. Si tu as la CMU, tu peux être soigné. Fin en théorie, à condition d'avoir la patience de trouver le toubib qui accepte. Pour les généralistes, ça va globalement, mais pour les spécialistes, tu rigoles à être accepté. Évidemment, tu as les aides. Mais tout aussi évidemment, ça fluctue pour tout et rien, par fort logiquement, si tu es au RSA activité et qu'il y a une baisse de revenus parce que problème au travail, droit de retrait et mise à pied qui suit, eh bien le RSA baisse de façon drastique. Donc tu es parce que le revenu chute et que ton budget est déjà sur la corde raide, mais en prime le RSA aussi dégringole. Censé servir à quoi au fait ce truc? T'aider? Arrêtez, je vais pisser de rire. Sans oublier que l'alloc logement est aussi parallèlement sujette à des baisses brutales. Bizarrement, ils ne reçoivent pas toujours les papiers en temps et heure, par contre les factures, elles pas de soucis, elles sont toujours hyper ponctuelles. Ou il manque toujours un truc ou un machin, une fois, dossier CMU. Manquait toujours le même papier, que j'ai envoyé 3 fois à suivre. Et j'ai été piqué une crise à la sécu, comme ça ne venait toujours pas. L'employé a failli apprendre à voler quand elle m'a dit « Mais pourquoi vous avez envoyé 3 fois le même document ?» C'est là qu'on apprend sur le tas à utiliser la respiration pour se calmer. Et puis, tu as intérêt à être un bon pauvre méritant. Dire merci, se montrer reconnaissant, bien remplir tes papiers sans rien dire même si ça fait 10 fois que tu le fais de suite, bien courber les chines et le reste. Accepter tout avec un sourire de reconnaissance. Et pour ceux qui disent qu'avec de la volonté on y arrive. Allez donc expliquer ça aux millions de personnes qui galèrent en France. Plus ceux qui sont à la rue. La volonté, tu l'utilises à 200% juste pour ne pas crever, et maintenir ta tête et celle de ta famille hors de l'eau. Je pourrais encore en écrire à faire pleurer dans les chaumières. Ce n'est pas le but. Mais j'avoue que quand j'ai lu certaines réponses, ça m'a fait légèrement bouillir. Heureusement, des années et des années d'entraînement avec les administrations m'ont permis de garder un flegme relatif dans ma réponse. On va pouvoir continuer avec la réponse de Anonyme. Je suis multimillionnaire et mon frère touche 1 900 € pour son couple et 2 enfants. Ce que j'ai retenu, mon frère n'a jamais mis d'argent de côté, alors que j'épargnais, investissais 50% de mon salaire. Pour épargner autant, certes je gagnais plus mais jamais je n'aurais acheté une voiture neuve ou dépensé plus de 1 000 € pour une semaine de vacances. Mon frère dépense 3 000 pour une semaine au ski. Pour aider mon frère, je lui ai fait une donation pour qu'il rembourse son prêt. Au lieu d'épargner les 800 € mensuels du prêt, il les dépense contrairement à l'accord. Perso, je suis encore en location. Je comprends que c'est difficile pour mon frère,
Mais je ne comprends pas qu'il se paye des vacances de luxe, qu'il n'ait toujours rien de côté, qu'il n'arrête pas de plaindre, qu'il aimerait maintenant une maison alors même que je lui ai remboursé son prêt, et qu'il devrait se sentir plus libre. Perso, j'ai aussi augmenté mon train de vie. J'étais au Mexique 2 semaines, 1800 € pour deux, mais on est loin des 3000 de mon frère pour une semaine de ski. Je suis frugaliste et j'ai épargne pour prendre ma retraite dans la quarantaine. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.